Alors faire faire baptême à deux, c'est mieux, mais de vous à moi, être en à trois, c'est vraiment pas la joie. Alors quand on a eu notre sujet, on s'est tout de suite senti concerné. La polygamie, une manière de mutualiser les risques. Ça nous parle vraiment, car faut pas se leurrer. Nous, on est là pour trouver un mari. Alors quand on arrive en bachelor, on cherche un mec intelligent, beau, sportif, drôle. Mais très vite, on se rend compte que c'est pas possible, qu'une telle personne n'existe pas et qu'il faudrait finalement 4 personnes en une. Alors autant cumuler les chances, mutualiser. Après le crédit mutuel, la banque à qui parler, l'EM, c'est l'école pour se marier. Et vous le savez d'ailleurs, les statistiques le prouvent, car quasiment 60% d'entre vous finiront mariés ensemble. Bref, après cette petite introduction, analysons tout de suite les termes du sujet. Étymologiquement, le mot polygamie vient du grec poluis, qui signifie plusieurs, et gamos, signifiant mariage. La polygamie, qui est donc le fait de conclure plusieurs mariages, serait donc un moyen ou une solution pour mutualiser les risques. Mais de quels risques parle-t-on? Dans quelle mesure la polygamie permet-elle non seulement de partager les risques liés au mariage, mais aussi d'en limiter les effets? Passons tout de suite à la démystification de l'amour occidental et à la désacralisation de l'idée même de polygamie, afin de s'adapter à une conjoncture difficile et de prévoir l'âge pour ne pas être déçu. En effet, quand j'ai parlé du sujet à Élise, ça n'a même pas fait rire. Elle m'a dit, forcément, moi j'ai vécu en Inde, en Afrique, donc les mariages arrangés, la polygamie, tout ça, ça me choque même plus. Où est le débat? Et là elle me dit, mais on est tous polygames. Cependant, rappelez-vous vos cours de caté au collège ou au lycée pour les plus malchanceux, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ainsi, au sens étymologique, on est tous polygames, que ça soit en même temps ou de manière séquentielle dans le temps. J'ai maintenant une question. Qui parmi vous n'a jamais chopé 2 filles ou 2 mecs en soirée? Combien de camarades de l'EM avez-vous embrassé au cours de vos années à l'EM? Si un simple bisou était un engagement, nous serions donc tous mariés à la moitié de l'EM. On peut ainsi, scientifiquement parler, de polyamour, puisque ça devient une sorte de grand mariage collectif, un OB. Il est bien loin le temps de la princesse de Clèves, de l'amour chaste et de l'engagement à vie. Arrêtons avec la sacro-sainte morale catholique. Tous ces concepts sont largement dépassés. J'aimerais maintenant insister sur le sens économique et l'avantage de la polygamie en économie. C'est bien plus qu'un concept religieux. Il n'est aujourd'hui plus possible de croire à l'amour seul et unique. On n'aime pas une seule fois dans sa vie. C'est freudien. L'amour marche par 3 dans un triangle du désir où l'autre ne suffit plus. Bien sûr, on veut nous faire croire à la tradition occidentale de l'amour courtois français, avec toute la clique des clichés, de contes de fées, de princesses, de l'amour toujours. Mais réveillons-nous, réveillons-nous. J'ai beau être blonde, je ne suis pas aveugle, je ne crois plus au prince charmant. Je pense bon parti, bon coup, je pense taux de divorce, et du coup, clairement, j'ai plus du tout envie de mettre tous les œufs dans le même panier. Mutualiser, comme l'a dit mon très cher contradicteur, est un terme financier, un terme même d'assurance. Et effectivement, quand on regarde le prix d'un mariage, on comprend pourquoi. Surtout si on le compare au taux de divorce. 2 fois sur 3, les 12 000 € que vous avez investis pour festoyer s'envolent en fumée. Que reste-t-il? Le romantisme, direz-vous? Sachez tout de même que le premier vendeur de bagues en France est Leclerc. Et oui, mesdames, le symbole de votre amour a été acheté à côté du rayon charcuterie. Rencontrer l'amour, c'est bien beau, mais payer une pension à vie, c'est un peu plus compliqué. Comme l'a dit malheureusement notre cher contradicteur, la polygamie ne se résume pas simplement à la polygynie. Alors je demande une attention générale parce que là on va parler de thèmes un peu complexes, mais très importants. La polygynie, c'est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes. Ce qui renvoie souvent à l'image d'une femme soumise et tyrannisée. Mais il existe également des cas de polyandrie, c'est-à-dire le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris. Certaines cultures vont même encore plus loin et considèrent qu'avoir plusieurs maris procure de nombreux avantages. Le Bhoutan par exemple, excusez-moi, pour contribuer au bonheur de ses habitants, le pays tolère et même encourage la polyandrie.
En effet, l'économie du pays repose sur l'agriculture. Et comme les terres sont trop petites pour être partagées dans une même famille, le gouvernement permet à une femme d'épouser les différents frères d'une même famille afin d'éviter la partition des terres. On a bien ici un exemple de mutualisation des risques. Avoir deux maris, c'est permettre d'avoir une exploitation viable, c'est faire perdurer une tradition familiale et c'est surtout faire vivre l'identité d'un pays. Nous allons maintenant passer à notre deuxième partie, mais avant tout j'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre posséder 5 femmes ou 5 maîtresses? Un texte de loi? Ne soyons pas naïfs. Arrêtons de nous voiler la face. En effet, d'abord, commençons par un raisonnement scientifique prouvé et approuvé. Sur le principe de plus on est de fous, plus on est. Nous avons donc ici un petit schéma explicatif qui explique très simplement que si on a un risque, s'il y a seulement 2 personnes, le risque est séparé 50% à part égale entre les différentes personnes que nous appellerons groupes. Dans ce cas-là, ici, vous avez 4 personnes, une femme avec 3 maris, le risque est divisé à part égale entre chacun, un quart chacun. Le risque permet donc, dans le cas de la polygamie, d'être mutualisé et également d'être moins important individuellement pour chacune des personnes. Je suis perdue. Cependant, la polygamie résout aussi d'autres problèmes, plus graves, qui nous touchent plus. La monotonie du mariage. Qui n'a pas eu peur de se retrouver un jour dans un train-train quotidien duquel on ne peut plus se défaire? Un exemple concret. Aujourd'hui, Jordan et moi, c'est l'amour avec un grand A. Jordan, c'est mon mari. Il m'offre un café, m'envoie des textos, m'invite au resto. C'est plutôt sympa. Mais après 10 longues années de vie commune, un mariage, 2 enfants, c'est plus du tout la même chose. Jordan a pris 10 kilos, il perd ses cheveux, rentre du travail en criant « Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim !» De mon côté, entre mon travail, l'éducation des enfants, le repassage, j'ai même plus le temps de m'épiler les jambes. On se marre plus, on se parle plus, on s'aime plus, on vit ensemble et c'est bien suffisant. Du coup, j'en ai parlé à ma copine Jennifer, qui m'a dit « T'as pas un deuxième mari? Pour éviter de tomber dans le train-train quotidien, c'est la meilleure solution. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Ça réveille leur instinct de compétition et pour moi, c'est tout bénef. » Toujours pas convaincu? Bon, puisque c'est plus facile pour vous de vous imaginer avec une deuxième femme. Prenons la situation inverse. Eh bien, même dans ce cas-là, les avantages sont évidents. Prenons un exemple très pertinent, celui du Swaziland. Chaque année, le roi réunit toutes les femmes du pays pour choisir une nouvelle femme. L'heureux élu gagne donc un titre royal, mais également, et c'est là où ça devient intéressant, une berline de son choix. Moi, pour une voiture et un diadème, je suis prête à être copine avec toutes les femmes de mon mari. Autant vous dire que là, on mutualise les risques. Les risques financiers, parce que le roi du Swaziland se porte pas mal, de ma connaissance, et surtout le risque d'ennui. Au lieu d'être toute seule à la cérémonie officielle, vous avez plein de copines avec qui bavarder, faire des blagues, et surtout critiquer. Et enfin, la polygamie, c'est surtout ne pas avoir à choisir. Comme nous l'a dit André Gide, choisir, c'est renoncer. Aujourd'hui, on ne veut plus choisir. On ne veut plus avoir une seule possibilité. On veut l'immense, on veut l'illimité. C'est un peu comme pour Internet ou pour le téléphone. Il a free, il est free, il a tout. Cumuler un ami et un amant, c'est cumuler la sécurité et le plaisir, le quotidien et la surprise. Donner un peu de piment et de raison de vivre à sa vie. Mais c'est aussi se cacher, subir la pression sociale, et ne pas vivre pleinement son aventure. Autoriser la polygamie nous libérerait non seulement de cette pression sociale, mais aussi de la pression liée au choix, à l'engagement. En se mariant, on considère que l'on renonce aux différentes opportunités du marché. On prend le risque de s'engager avec une seule personne pour toute sa vie. Mais attention, il ne faut pas se tromper, car ce choix est purement irréversible. La polygamie apparaît ainsi comme une barrière contre le divorce. Si vous êtes planté, comme ça peut arriver parfois, vous avez toujours la possibilité, au lieu de divorcer, de chercher un nouveau mari ou une nouvelle épouse. Et en plus, ça permet d'instaurer une certaine stabilité familiale, puisque les enfants ne seront pas séparés de leurs parents, mais que tout le monde pourra vivre dans la joie et la bonne humeur sous un même toit. En conclusion, nous venons de montrer que la polygamie permet de mutualiser les principaux risques liés au mariage, et d'en limiter ainsi les effets néfastes. Comme le dit Frédéric Becbédé, et mon très cher contradicteur, la polygamie est entièrement légale en France. Il suffit d'être doué pour le mensonge.
Alors arrêtons l'hypocrisie, ouvrons les yeux, nous n'en serons plus heureux. Alors enfin, très cher jury, chers contradicteurs, et vous, cher public, je vous invite donc à sortir des sentiers battus et à laisser la polygamie entrer dans votre vie.